Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime sa famille, ses amis, elle aime nager, elle aime les apéros en terrasse, elle aime les belles choses, les beaux vêtements, les beaux objets, elle aime l'odeur de la chaleur de l'été sur le bitume. Elle aime créer du lien, le soleil et la Provence, rire, danser, danser et encore danser. Elle aime chiner dans les boutiques de vintage. Bonjour Marie. Bonjour Thérèse. On se rencontre aujourd'hui dans ce podcast Love Care parce que ton métier, Marie, c'est d'être conseillère en images. Et là, les gens se disent, mais quel est le lien entre une personne dont l'objectif, c'est de nous aider à améliorer notre image, c'est ça, et Exactement. le Love Care. Ça va être le défi de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a un lien. Mais d'abord, Marie, comment tu pourrais décrire ton travail ? Alors, mon métier, c'est d'accompagner mes clients, donc hommes et femmes, pour les aider à se sentir bien, en fait, dans leurs vêtements, qu'ils se sentent beaux, qu'elles se sentent belles aussi. Donc, les aider à se valoriser par le vêtement, savoir quelles sont les coupes qui vont les mettre en valeur, les matières aussi qui les valorisent, les couleurs qui vont réveiller leur teint. Et puis aussi, le deuxième volet, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils aient un style vestimentaire qui corresponde à leur personnalité. Voilà, qu'ils ne se sentent pas en décalage avec ce qu'ils portent, parce que moi je pense que chez l'être humain tout est lié. Donc ce que l'on porte en fait a un impact sur notre intérieur et sur notre bien-être, et c'est important de se sentir aligné finalement avec sa penderie. Voilà. Marie, comment est-ce qu'on devient conseillère en images ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta vie pour faire ce métier-là ? Dis-moi. Alors, j'ai eu une autre vie en fait avant d'être conseillère en images. Je précise que Marie est très jeune. Quand même, t'as déjà 2 vies. Et j'ai déjà 2 vies. Alors, sur la jeunesse, c'est très gentil. On aura le même âge, c'est pour ça que je dis ça. Je te le dirai en off. Et donc voilà, donc j'ai une autre vie professionnelle et j'ai été juriste en banque privée pendant 10 ans. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir, mais un peu quand même finalement, je t'expliquerai, mais donc rien à voir effectivement, et en fait après quelques années, il m'est arrivé ce qui est arrivé malheureusement à beaucoup de monde et ce qui continue d'arriver malheureusement à beaucoup de personnes, j'ai fait un burn-out. Ça veut dire quoi pour toi dans ton histoire un burn-out ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot, mais j'aime bien demander aux gens ce que ça veut dire chez eux. Alors pour moi ça a été je pense que, tu vois, quand tu me poses la question, là, le mot qui me vient spontanément, c'est rupture. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est cassé, en fait. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, ça, en fait, si tu veux, j'avais l'impression que mon travail n'avait plus de sens. Je ne pouvais plus mettre le sens que je voulais dans mon travail. Il fallait toujours aller plus vite, survoler les dossiers, alors que moi, j'aime bien justement être dans la profondeur. Et je me souviens, un vendredi soir, il était 20h et je regardais un contrat hyper compliqué, hyper technique. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis en train de m'infliger ça ? Et là, ça a commencé à faire son chemin. Alors là, j'étais déjà pas très bien, je continuais à travailler, mais j'étais déjà sacrément abîmée, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. Et en fait, donc, à la faveur de ce burn-out, en fait, j'ai fait un bilan de compétences. En disant voilà, il faut un peu que je me recentre en fait sur mes envies profondes et sur ce qui me motive vraiment en fait dans ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et il est ressorti 2 choses hyper importantes qui sont l'humain. Moi j'adore créer du lien avec les gens. Et moi en tout cas quand j'étais juriste, j'avais une fonction généraliste, donc c'est vrai que je pouvais parler avec j'avais plein d'interlocuteurs en interne et ça j'adorais ça. D'où le fait que ça se rejoigne un petit peu avec mon métier d'aujourd'hui. Je voulais un métier qui soit vraiment fondamentalement humain et un métier qui soit créatif sur le plan esthétique. J'ai toujours adoré les vêtements, les fringues. Je passais des heures quand j'étais petite à essayer de me confectionner
des tenues pas possibles avec tout et n'importe quoi. Et c'est en fait le vêtement, l'apparence, et surtout moi, voilà, en tant que femme, même voilà, l'apparence, la féminité, assumer sa féminité, ça a toujours été quelque chose de très très important pour moi. Et même depuis petite, en fait, j'ai toujours été très sensible. Et tes parents, ils t'encourageaient à assumer cette féminité ou bien ils te décourageaient? Alors, ni l'un ni l'autre, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... ouais, alors maman qui est une femme extraordinaire et qui est une très belle femme d'ailleurs, son apparence, alors elle aimait bien, si tu veux, être habillée pour sortir dîner, elle aime bien aussi être élégante pour les mariages, pour les occasions, mais c'est vrai qu'au quotidien, voilà, je dirais que c'est pas forcément sa préoccupation première. Mon père est très esthète, voilà, je pense que, ouais, lui il est très esthète, donc je pense que mon sens de l'esthétique vient un petit peu de mon père quand même. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, c'était toujours un peu une bataille, les vêtements. C'est-à-dire que j'avais des goûts qui ne correspondaient pas du tout à ceux de mes parents. Et en fait, j'avais ma pauvre maman à l'usure, quoi. Mais je dis ça parce que c'est vrai que quand on revient à notre enfance, on a tous une histoire avec les vêtements différentes. Parfois, nos parents nous ont habillés de façon qui ne nous plaisait pas du tout. On a pu avoir des remarques désobligeantes du genre t'es trop coquette, ou quand on devient un peu adolescente, mais va te rhabiller, tu sors pas comme ça. Je sais pas quelle est votre histoire, mais moi je pourrais vous raconter pas mal de choses dans mon histoire. C'est quand même une histoire assez complexe, mon rapport aux vêtements et à la beauté, parce que effectivement nos parents ils nous imposent pas mal de choses avec lesquelles on est bien ou pas. Mais donc toi, il te laissait faire, avant de revenir sur ces considérations-là, toi, dans ton histoire, il te laissait plus ou moins faire? Alors, il me laissait, oui, relativement faire. Alors, ça dépendait quoi. Il y avait des trucs qui vraiment passaient pas du tout. Il y avait des choses, effectivement, il me laissait faire certaines choses. Mais en fait, voilà, je pense que c'est parce qu'en fait, je les avais à l'usure, quoi. Mais alors, à la faveur de ton burn-out et ton bilan de compétences, tu dis à la fois l'humain est important pour toi et c'est côté esthétique. Tu te rappelles que depuis que tu es petite, ça t'anime beaucoup? Ça m'a toujours, ouais, et j'ai toujours été... oui, c'est quelque chose qui m'a toujours fait réfléchir, qui m'a toujours attirée. Et une chose à laquelle j'ai toujours été hyper sensible, même petite. Même toute petite, voilà, ça m'arrivait de croiser certaines femmes qui ne se mettaient pas forcément en valeur ou pour qui, effectivement, ça n'avait pas l'air d'être quelque chose d'important. Et c'est vrai que même à 7-8 ans, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre, tu vois, ou en tout cas qui m'interpellait. Mais Marie... La beauté intérieure suffit. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Mais oui, mais bien sûr. Évidemment que j'en pense pas un mot. Et vous le savez, j'ai déjà écrit sur ces sujets. Je pense que c'est un peu un bullshit, cette histoire de beauté intérieure. Et en même temps, on l'entend encore souvent. Ça semble très superficiel de se dire que ton métier, ce serait d'aider les gens à prendre soin de leur image. Parce qu'on se dit la beauté intérieure suffit. Et surtout quand on a une certaine profondeur, quand on travaille dans le love care, le soin à l'amour aux autres, qu'on a certaines valeurs. Est-ce que tu fais pas un métier hyper superficiel, Marie? Je te pose la question si c'est ce que certaines personnes pensent, je l'assume encore plus, voilà. Mais écoute, non, puisque... c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir un peu dans l'inconscient collectif, finalement, une vision où plus, finalement... on est négligé, ou en tout cas moins on fait attention à son apparence, plus ça veut dire qu'on a une vie intérieure riche, qu'on cultive notre intelligence, voilà, qu'on est profond, etc. Alors bien évidemment ça peut tout à fait être le cas, mais en fait c'est pas parce qu'on cultive son extérieur qu'on en oublie son intérieur. Et je pense que l'être humain il est un, quoi. On peut pas le saucissonner ni le couper en deux. Je pense que pour ça Descartes nous a pas forcément aidés, mais voilà, il y a le corps et il y a l'esprit. Mens sana incorpore sano. Voilà, il faut prendre soin de son corps dans toutes ses dimensions. Et au contraire, ça n'a rien de superficiel. On se le doit à nous-mêmes. On est créé pour ça. On est créé pour ça. On a deux écueils. Je ne sais pas, vous qui nous écoutez, dans quel camp vous êtes au départ. Il y a un camp qui dirait la beauté intérieure suffit, c'est ça qu'il faut surtout cultiver. Et dès qu'on voit une femme ou un homme qui fait attention à son apparence corporelle, qui fait attention à ses vêtements, elle est critiquée d'être coquette ou de vouloir attirer l'attention sur elle, d'être dans la séduction ou sur lui. J'en parlais avec un ami là il y a quelques jours qui a vécu en Italie, qui a vécu à Rome, et il me disait c'était génial quand j'habitais à Rome parce que je pouvais mettre des super costumes, je faisais super attention à mon apparence et je m'amusais
faisais et c'était chouette. Mais ici, en France, je peux pas faire ça, sinon les gens me critiquent et me regardent comme comme un espèce d'extraterrestre. On fait pas ça. Bon, donc il y a cette école-là, et puis il y a l'autre école qui serait de dire justement de faire super attention à son apparence corporelle. Il y a une sorte de pression aussi pour être à la fois bien habillée, mais être bien dans son corps, d'être bien faite. À l'approche de l'été, il faut avoir le corps qui, etc. Tu vois, j'ai l'impression que dans notre société, on est soit dans un extrême ou un autre. Je sais pas ce que tu en penses quand je dis ça. Si, c'est un espèce de mouvement de balancier, en fait, entre effectivement des injonctions aujourd'hui où il faut être parfait sur tous les plans, il faut être hyper performant, il faut être beau, il faut être musclé, il faut être en forme, il faut être mince, il faut être, avoir du succès sur le plan professionnel, réussir sa vie personnelle, ça fait quand même beaucoup. Et puis, effectivement... il y a, comme tu le dis très justement, une autre approche, on va dire ça comme ça, qui considère qu'effectivement, quand tu fais attention à toi, c'est que, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, soit tu es superficielle, ou alors, en tout cas, pour les femmes, en fait, tu es un peu une allumeuse, quoi. Et bien évidemment, ça me fait bondir. Pourquoi ça te fait bondir? Dis-le-moi. Mais parce que encore une fois, c'est pas parce qu'on prend soin de soi, et en tout cas pour les femmes, voilà, qu'on ose finalement affirmer notre féminité et aussi notre pouvoir de séduction, parce que ça passe aussi par ça, pas que, mais voilà, c'est humain, c'est naturel. Je pense que c'est tout à fait sain d'avoir envie de se trouver beau, de se trouver belle, et d'être satisfait de son reflet dans le miroir. Et puis aussi, se sentir, sentir aussi que l'on plaît. Et encore une fois, tout est une question de mesure. Tout est une question de mesure. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures devant son miroir, ni de chercher à tout prix le regard des autres. Mais on vit aussi, on vit à travers notre regard et à travers celui des autres aussi. Donc les deux sont importants. Ouais. Je te rejoins dans ce que tu dis parce que quand on rentre dans une pièce, quand on rencontre quelqu'un, la première chose que les gens voient de nous, c'est notre corps et notre apparence. Et ils se font déjà une idée de nous. Donc, en fonction de la façon dont on s'habille, on se tient, on prend soin de notre corps, on envoie toute une série de messages qui vont permettre la relation ou pas. Mais moi, je le vois bien, par exemple, dans le cadre de mes consultations, par exemple avec les célibataires aussi, ils vont dire « Je voudrais être aimée pour ce que je suis ». Et je ne veux pas être aimée pour l'image que je peux renvoyer. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Alors en fait, sur la première partie de ta question, effectivement, tu as tout à fait raison. Notre apparence transmet des messages. Le vêtement, c'est un langage non verbal. Donc qu'on le veuille ou non, on envoie des messages. Donc c'est important d'en être conscient, et c'est important aussi justement que ces messages soient ajustés en fait avec ce qu'on est. L'idée c'est pas de se transformer, justement c'est d'essayer de réunir en fait finalement notre intérieur et notre extérieur en fait pour que les deux coïncident. Et puis effectivement, sur le fait d'être aimé pour ce que l'on est, bien évidemment, moi j'ai envie d'être aimée pour ce que je suis, toi aussi et tout le monde, mais notre apparence fait partie de ce que l'on est. Donc quand on est aimé pour ce que l'on est, bien évidemment, c'est important d'être aimé pour notre personnalité, pour nos qualités, même pour nos défauts aussi qu'on peut trouver charmants parfois, mais notre apparence aussi fait partie de nous. Ce n'est pas... c'est pas une excroissance, c'est pas quelque chose qui est hors sol. Donc notre apparence fait partie de ce que l'on est, et c'est important qu'on nous trouve beau, qu'on nous trouve belle, et notamment voilà, quand on est dans une relation de couple, que notre conjoint ou notre conjointe nous trouve beau ou nous trouve belle, c'est hyper important. Ouais, mais je me rends compte déjà avant d'aller sur la relation de couple, c'est qu'on a tendance quand même à hiérarchiser, à se dire que c'est plus important le corps ou moins important. Et là, quand on t'entend, tu dis tout est lié et que c'est fait partie de ce qu'on est, quoi. Il n'y a pas à hiérarchiser en disant que c'est moins bien qu'une personne soit attirée par toi parce qu'il te trouve désirable physiquement. C'est pas quelque chose de mal, ça. Pas du tout, et au contraire. Au contraire. Je suis d'accord avec toi de dire au contraire. Attends, parce que, vas-y, moi j'ai une idée derrière la tête quand je dis au contraire. Toi, tu dis quoi? Alors, attends, oui, sur la hiérarchisation. Ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire sur la hiérarchisation. En fait, la problématique face à laquelle on se trouve, c'est une question de temps aujourd'hui, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et en fait, prendre soin de son apparence, on se confronte principalement à une problématique temporelle. Et en fait, l'idée aussi de mes accompagnements, c'est de dédramatiser
Il ne s'agit pas de se mettre, le but c'est pas de se mettre la pression, ce n'est pas de vouloir être absolument parfait, impeccable, à tout prix, tout le temps, tiré à quatre épingles, etc. Déjà, même en adoptant des gestes simples, ou même en mettant des tenues très simples pour le quotidien, hein, parce que voilà, on ne s'habille pas tous les jours comme on va à un mariage, et bien déjà, rien qu'en faisant des choses simples et en ayant des tenues simples, on peut être bien, on peut se trouver beau, on peut se trouver belle et on peut être mis en valeur en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Comme pour le maquillage, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Tu dis que c'est en même temps de s'accorder un petit moment. Mais j'ai l'impression, en tout cas quand je t'entends, que c'est déjà un état d'esprit de prendre en considération son corps, de prendre en considération ce langage non verbal et de se dire que je suis aussi mon corps. Et c'est déjà, pour moi, c'est déjà un état d'esprit, quoi. Tout à fait. Et peut-être que c'est intéressant, là, vous qui nous écoutez, comment est-ce que... comment ça résonne en vous, quoi? Est-ce que votre corps, c'est un peu une chose que vous traînez et qui est un peu encombrante? Ou est-ce que vous avez l'impression que votre corps, c'est vous? Mais je pense que déjà, à ce stade-ci, c'est assez remuant de t'entendre parler de cette façon parce qu'on a tous un rapport au corps qui est pas toujours très, très apaisé. Oui, tout à fait. Mais surtout aujourd'hui où effectivement... le rapport au corps, il est quand même pas simple. On nous envoie tout un tas on est biberonné d'idéaux plus ou moins réalisables et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur justement l'inclusivité à ce niveau-là. Mais effectivement, sur le rapport au corps, en fait, ce qui est important, c'est, si tu veux, pour moi, je le mets au même plan que de bien se nourrir ou de faire du sport. C'est une question d'équilibre, en fait, d'équilibre de vie. Et c'est on n'imaginerait pas un instant, et même si dans le quotidien c'est bien évidemment pas simple à organiser non plus, mais voilà, on essaie quand même de bien se nourrir, on va pas mal se nourrir. Ben voilà, pareil, c'est pareil pour le corps, en tout cas pour l'apparence, tu vois. On le voit bien dans les relations. Souvent, quand on démarre une relation avec quelqu'un, quand on est dans la période d'approche, la période de séduction, en général, on va quand même un peu faire attention à son apparence, à la façon de s'habiller, de se soigner. Et une fois qu'on a conquis notre proie, non, je déconne, mais bon, une fois qu'on a trouvé l'homme ou la femme avec qui on a envie d'avancer, on se rend compte quand même que la majorité des personnes vont commencer à se laisser aller. T'as vu ça? Et tu as glissé tout à l'heure, oui, c'est quand même hyper important, la question de continuer à plaire dans la relation. Et je sais qu'en disant ça, certains ou certaines vont sentir une espèce de pression en disant « Oh là, en plus, il faut faire attention à notre apparence corporelle, c'est comme un devoir supplémentaire. » Comment est-ce que tu vois ça, dans le lien entre le fait de prendre soin de soi et la relation d'amour, de couple que l'on peut vivre? En fait, si tu veux, je pense que pour prendre soin d'une relation, c'est important de commencer par prendre soin de soi un petit peu aussi. Effectivement, au début, on a peut-être tendance à faire un petit peu plus attention à notre apparence et puis après, à se laisser peut-être, pour certains, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, peut-être se laisser un petit peu plus aller. Mais je dirais, ça fait partie de l'entretien de la relation aussi. La relation, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Et ça passe aussi par l'apparence. Et encore une fois, il ne s'agit pas forcément d'en faire beaucoup. Une fois qu'on a trouvé finalement ce qui nous va et ce qui nous correspond, déjà, ça devient quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. Et puis surtout, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire quelques petites choses, en fait. Et puis aussi, ça fait du bien de prendre soin de soi. Même si c'est juste 5 minutes, ça fait du bien. C'est un peu comme aller se faire un massage ou une manucure, ou voilà, ça fait du bien. Et pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'état d'esprit, oui, c'est un état d'esprit en fait. Moi, les personnes qui viennent me voir, en fait, ça fait longtemps qu'elles y pensent. Ça fait longtemps qu'elles y pensent, surtout les femmes. Et elles mettent plusieurs mois, voire parfois 1, 2 ans, 3 ans, avant de sauter le pas. Mais parce qu'effectivement, il faut se sentir prêt. Parce qu'on va rentrer dans quelque chose où finalement, on va se reconnecter aussi à soi-même. Ça peut faire un peu peur aussi. Et puis, je pense qu'on se rend compte aussi que, effectivement, c'est quelque chose une chose sur laquelle on décide d'avancer et que forcément, il faut s'investir un petit peu. Alors, c'est un peu comme pour beaucoup de choses, hein. Au début, l'investissement, il est un petit peu plus grand
voilà, qu'une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a l'habitude. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est vraiment un état d'esprit. Vraiment. Et je pense à autre chose quand je t'écoute, c'est le fait de prendre soin de soi et de se trouver belle ou beau, de se trouver désirable. On a déjà vu que ça augmentait le désir sexuel qu'on a pour l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à ressentir du désir sexuel au fur et à mesure des mois ou des années qui passent. Et que se sentir bien dans son corps, se sentir soi-même désirable augmente le désir qu'on peut aussi avoir pour l'autre. Et de la même façon, c'est pas très agréable ce que je vais dire, mais on peut parfois ne pas ressentir du désir pour son conjoint parce qu'on voit bien que son conjoint ne prend pas soin de lui ou elle ne prend pas soin d'elle. Et bien oui, ça a un impact sur notre désir sexuel. Et on sait tout l'effet après que ça a dans la relation parce que on finit par se dire qu'on n'a plus d'envie, mais du coup, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus vraiment de vie, d'énergie qui passe entre nous et puis la relation va se dégrader. Tu as déjà vu ça ? Ouais. Alors moi, là récemment, j'ai accompagné une femme qui vient d'avoir 50 ans et qui me disait, voilà, jusqu'à mes 50 ans, je me sentais bien dans ma peau, tout allait bien. Et puis là, en fait, la cinquantaine passée, je me sens moins désirable, je me sens moins belle. Et le regard de mon mari a vachement d'importance pour moi. Et en fait, j'ai envie de me sentir de nouveau désirable. Tu vois, donc oui, c'est hyper important. Parce que le fait de se sentir bien, beau, belle, bien dans son apparence, ça nous ouvre aussi. Enfin, je veux dire, ça nous épanouit. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie en fait de notre épanouissement. Donc, ça nous permet de nous ouvrir aussi plus facilement. Je pense que ça nous permet d'avoir... ça renforce aussi notre confiance en nous. Et quand on se sent bien, mais ça... quel que soit le sujet, mais quand on se sent bien, finalement, on a beaucoup plus de facilité en fait à aller vers l'autre, à créer du lien, à créer des connexions. Et donc, oui, c'est important. Et pareil, je pense que voilà, c'est important de se rendre compte que le désir, il se cultive aussi par là. Pas que, bien évidemment, mais ça passe aussi par là. Et c'est normal. Encore une fois, on est fait pour ça. Donc... À ce stade-ci de la discussion, j'espère que vous comprenez tous pourquoi est-ce que cet échange sur ce sujet-là est fondamental dans nos relations. Parce que si on veut justement soigner nos relations, il y a cette relation aussi à soi-même qui est nécessaire. Et moi, je suis hyper heureuse de t'avoir au micro de Love Care parce que pour moi, c'est pas du tout un sujet anecdotique, c'est un sujet fondamental. Et on voit bien, même quand je dis fondamental, c'est presque premier aussi dans cette relation à son propre corps. En même temps, Marie, moi, j'ai déjà eu beaucoup de femmes, par exemple des femmes que j'ai en consultation, qui me disent, parce qu'elles osent me l'avouer, qu'en fait, qu'elles trouvent que leur mari se laisse complètement aller, que leur conjoint se laisse aller. Et elles disent, mais je ne sais pas comment lui dire pour pas lui faire de la peine. Et inversement, des hommes qui disent, mais en fait, la réalité, c'est que je la désire moins parce que franchement, je trouve qu'elle ne prend pas soin d'elle et effectivement, elle me plaît moins. Et comment le dire à l'autre sans le blesser, sans lui faire du mal ? Que ce soit dans l'apparence des vêtements ou aussi des kilos en trop qui sont le signe d'un laisser-aller, pardon. Comment on fait pour le dire dans la relation ? C'est quand même super compliqué. Ouais. Et là, souvent, moi, je sèche un petit peu. Donc, je veux bien tes conseils. Écoute, non, je pense que... Alors déjà, c'est important d'en parler, en fait, mais c'est comme sur tous les sujets de couple. C'est pas facile à aborder, comme beaucoup de sujets, mais c'est important d'en parler. Je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, en fait. Et à chacun, et de trouver les mots, finalement, qui vont rassurer aussi son conjoint en disant je t'aime pour ce que tu es, je t'aime infiniment, mais moi j'ai besoin aussi un petit peu de ça, j'ai besoin de ça en fait, et je te trouve très belle et j'ai besoin j'ai besoin quoi, voilà, j'ai besoin de ça. Et je sais qu'il y a des femmes qui pourraient être blessée de ça. Oui. Genre, quoi, t'as besoin de ça tu vois, ça peut heurter. En fait, alors, ce qui est très important, je pense, c'est de surtout pas rentrer dans la comparaison avec qui que ce soit. Ne surtout pas lui dire à elle ou à lui, mais regarde un tel ou une telle, comme elle est bien habillée, comme il est bien habillé, comme il est, comme il prend soin de lui, etc. Surtout, alors déjà, ne surtout pas rentrer dans la comparaison.
Vraiment ne pas rentrer dans la comparaison. Je note pour moi-même. Je suis voilà, ce genre de choses. Voilà, entrer dans la discussion, entrer dans la discussion, mais sans comparer avec quelqu'un, parce que déjà tout le monde est différent. Je pense que ce qui peut blesser le plus, c'est vraiment quand on sent que finalement notre conjointe porte son regard sur quelqu'un d'autre. Et que justement on est comparé, enfin tu vois, et qu'il nous compare par rapport à cette personne, et là en fait c'est là où ça peut être très blessant. Donc ne surtout pas mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre, et dire tout simplement, je pense, voilà, moi j'ai besoin voilà, que tu sois mise en valeur, ou que tu te mettes en valeur sur le plan vestimentaire, parce que voilà, c'est important pour mon désir, et je pense que c'est hyper important de le souligner et d'en parler. Si c'était important au début, pourquoi est-ce qu'avec les années ça le serait moins finalement? Donc il y a pas de raison en fait. Donc voilà, y aller avec beaucoup de délicatesse, et surtout de pas rentrer dans la comparaison. Et tu mentionnais notamment quelquefois certaines prises de poids. Alors il faut savoir que en tout cas pour certaines femmes, moi j'en reçois qui ont pris du poids, pour qui c'est quand même une souffrance. Et elles y peuvent finalement pas grand chose en fait, si tu veux. C'est pas du laisser aller. C'est certains métabolismes, ça peut être aussi les grossesses dont elles ont eu du mal à se remettre. Donc, ce qui est hyper important, en tout cas, c'est de dire à sa femme que quoi qu'il arrive, on l'aime et on la trouve belle, en fait. Voilà. Donc, si on lui dit on l'aime, on la trouve belle, est-ce qu'elle va pas se dire c'est bon alors? Parce qu'on peut parfois se dire au fur et à mesure des années que l'amour serait quelque chose d'inconditionnel, et que c'est ça qui est beau, c'est quelle que soit mon apparence, et tu m'aimeras toujours. Mais c'est pas très vrai. Non, mais alors l'amour inconditionnel, disons que, je veux dire, il faut quand même lui donner du carburant. Il faut que la flamme ait du carburant. Si on met pas de carburant, ça va pas brûler. Et donc en fait, il y a plein de petites gouttes de carburant différentes, et qui sont nécessaires finalement à la naissance et à l'entretien de la flamme. Donc l'apparence en fait partie. Et d'ailleurs, souvent, c'est vrai, on peut demander l'avis de son conjoint aussi, ou de sa conjointe, en disant qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu aimes ce que je porte, même si il peut y avoir une désaffection finalement de sa penderie. Je pense que au sein d'un couple, même si c'est pas quotidien, ils sont quand même contents de savoir que ça plaît à l'autre. Que l'autre est satisfait quand même de notre apparence, et que notre apparence lui plaît. Je sais bien qu'en disant ça, Marie, on se heurte à tout un autre courant de pensée qui domine pas mal aujourd'hui, qui pourrait être dans ce côté body positive, quelle que soit mon apparence, j'assume complètement. Aussi, je trouve, chez un certain courant de pensée qui est un peu dans une espèce de laisser aller au niveau des vêtements, c'est-à-dire que je ne fais pas attention aux vêtements que je porte, je ne veux pas qu'ils me mettent en valeur. Aussi beaucoup, je ne sais pas si vous avez pu observer ce même courant, un peu des vêtements non binaires, c'est-à-dire ni masculin ni féminin, un look un peu androgyne qui irait bien aux garçons, aux filles, pour justement pas être dans cette différence, cette féminité affirmée ou cette virilité affirmée. Tu vois, il y a aussi tout un autre courant qui, je trouve, qui prend de plus en plus de place. Et comment est-ce que toi tu le perçois, toi, ce courant? Alors en fait, c'est vrai que je le vois, et c'est vrai ce courant, on se dit finalement je peux porter ce que je veux, ça n'a aucun impact. Mais c'est pas vrai. C'est ce que je disais au début, quand nos vêtements disent quelque chose. Donc, qu'on le veuille ou non, inconsciemment ou non, les autres vont forcément, on va transmettre des messages, les autres vont se faire une opinion, alors pas forcément figée bien évidemment, mais de qui l'on est, de ce que l'on est, etc. Donc, c'est très important de savoir que le vêtement est un moyen de communication, et qu'on dit quelque chose. Donc ça, et on aura beau essayer de trouver, je dirais, des subterfuges, comme pour en se disant de toute façon je porte des vêtements non genrés, ou ce qui peut très bien aller à certaines personnes d'ailleurs, mais rentrer dans une démarche finalement de porter des vêtements non genrés, ou de
rentrer dans une démarche où en disant voilà, je m'en fiche parce que voilà, et je fais tout pour montrer que je m'en fiche ou pour gommer finalement la différence des sexes, bah finalement ça dit quand même quelque chose. Donc bon, c'est un peu le lion qui se mord la queue. De toute façon, on transmet quelque chose et on dit quelque chose. Donc il faut en avoir conscience en fait. Ça me fait penser aux adolescents qui ont comme caractéristique d'être, j'ai envie de dire, mais je le dis avec tout l'amour que j'ai pour eux, très égocentrés, c'est-à-dire qu'ils sont justement dans la contradiction par rapport à ce que tu viens de dire. Ils pensent que ça ne regarde personne, la façon de s'habiller. Là, j'étais encore dans un lycée il y a quelques jours et les surveillants m'expliquaient que les conflits qu'ils pouvaient avoir avec les élèves, c'était que parfois, ils devaient leur dire non, on ne met pas ce genre de vêtements. Par exemple, la mode des crop tops, ben non, c'est pas permis au lycée, ou se mettre en short non plus pour les garçons, etc. Et souvent, les ados ne comprennent pas ça. Ils s'énervent de façon assez... parfois caricaturale, mais je dis ça avec vraiment toute la bienveillance et toute la douceur que j'ai pour eux. Hein. Toi, comment est-ce que tu peux leur répondre à cette remarque de dire, mais par exemple, les filles qui diraient, c'est le problème des garçons s'ils voient quelque chose de sexuel dans la façon de m'habiller. C'est pas à moi à m'ajuster, c'est pas à moi à changer. C'est une question qui est un peu délicate aussi parce que c'est pas facile en fait de faire passer de répondre à ce genre de questions et de faire passer ce genre de message, mais de toute façon, c'est pas le problème. C'est le problème des garçons. Oui et non, c'est-à-dire que bien évidemment, c'est aux garçons et aux hommes de se maîtriser, mais il faut que les femmes et les jeunes filles soient conscientes qu'elles renvoient un message. Quand on porte une jupe très 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 courte avec un crop top et qu'on a le corps assez dénudé, on renvoie un message de disponibilité. C'est important d'en avoir conscience en fait. Donc c'est important d'en avoir conscience. Je pense que, encore une fois, il y a des questions de contexte aussi. On n'irait pas au boulot en maillot de bain, même quand il fait très très chaud et que ce serait bien agréable. Mais il y a aussi une question de contexte à respecter. Donc tout dépend aussi du contexte dans lequel on se place. Oui, dans l'absolu, on peut porter ce qu'on veut, mais attention au contexte dans lequel on se trouve, pour pas justement renvoyer les mauvais messages. Et tu serais peut-être surprise de savoir qu'il n'y a pas qu'au lycée, il n'y a pas que les adolescents. Moi, j'anime aussi des ateliers en entreprise. Et là, récemment, on m'a fait une demande et on m'a dit, les jeunes de l'équipe viennent en short micro. Et il a fallu leur dire, mais non, en fait, on est dans un secteur d'activité où c'est juste pas possible. Voilà. Donc il y a aussi une question de contexte à respecter et qui est super important. Et en fait, bien évidemment, le vêtement, c'est personnel, ça doit aller bien évidemment de pair avec qui l'on est. Mais effectivement, il y a aussi un contexte dans lequel il faut s'ajuster, en fait. Voilà. Pour que justement, les messages qu'on renvoie soient pas mal perçus. Voilà, ou décalés. Ça demande vraiment de sortir de ce fameux égocentrisme, c'est-à-dire de dire que je ne suis pas toute seule sur Terre et que je suis un être de relation. Et tu vois, de prendre conscience que j'envoie des messages malgré moi, c'est prendre conscience que l'autre existe avec son système de valeurs, de croyances. Moi, c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est quand on dit je m'en fiche, c'est vrai, parfois de dire non, je ne prends pas en considération la personne de l'autre avec ce qu'elle est. Et c'est pas facile de sortir de ça et de se dire que voilà, on est des êtres de relation, quoi. Oui, effectivement, et en même temps, je pense qu'il y a ce que tu dis, cette prise de conscience que l'autre existe, mais en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond un peu beaucoup de choses, et c'est pas parce que finalement l'autre existe et qu'il est là. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas parce que finalement je reconnais que l'autre existe que ça veut dire que j'accepte que l'autre régente ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que je reconnais que mon style vestimentaire est un langage, qu'il transmet des messages et que je vais renvoyer tel ou tel message, qui seront vécus comme ça par l'autre. Ça veut pas dire que parce que je reconnais ça, finalement, j'accepte que l'autre vienne régenter ma garde-robe. C'est pas ça du tout. C'est deux choses différentes. La prise de conscience, oui. L'autre qui vient régenter notre vie et notre garde-robe, non.
C'est hyper intéressant de t'entendre dire ça parce que tu as raison de soulever cet écueil pour ne pas tomber là-dedans, pour ne pas commencer à tomber dans un autre excès, c'est-à-dire que je m'habille en fonction de l'autre. Comment est-ce qu'on fait ? Quand tu dis je m'habille en fonction de... C'est-à-dire justement le côté il va régenter ma vie et je vais complètement m'adapter, mais m'adapter dans le sens de me soumettre, dans le mauvais sens du terme pour le coup, à ce que l'autre veut. Comment garder mon identité tout en prenant en considération ce que tu viens de dire, que l'autre existe. Enfin, tu vois, c'est quand même pas évident notre affaire. C'est pas évident. Je pense que déjà, ça demande de bien se connaître, parce que justement, voilà, c'est une question d'identité. Et est-ce que, finalement, la question que je me pose, quand on dit finalement, je porte ce que je veux, ça n'a aucune espèce d'importance, est-ce que finalement, on se connaît vraiment ? Est-ce que finalement, on s'est posé la question de qui je suis, et est-ce que finalement ça reflète notre identité ? C'est pas parce que on rue dans les brancards en disant mais moi je m'en fiche, c'est pas grave, ça n'a pas, enfin les autres, le regard des autres n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que finalement est-ce qu'on est vraiment en fait en cohérence avec notre identité profonde ? Je suis pas sûre. Tu vois, parce que malgré tout, on a beau dire que le regard des autres n'a pas d'importance ou ce qu'ils pensent n'a pas d'importance, je pense que dans la réalité, c'est pas comme ça. On existe aussi par le regard des autres et on en a besoin. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement dépendant. Au contraire, c'est parce que ce que tu dis est tout à fait juste. On a des aides de relation. Donc, on existe en tant qu'individu, mais on existe aussi parce qu'on est en relation avec d'autres personnes. Donc voilà, cette façon un petit peu de dire voilà, je m'en fiche, je pense que peut-être finalement est-ce que notre identité profonde c'est je m'en fiche, je suis pas sûre. Apprendre à se connaître. Oui, apprendre à se connaître, c'est le moins important ça. Et faire les choses vraiment en conscience, et enfin qu'on y consente en fait vraiment. Et pour consentir vraiment à quelque chose, faut savoir qui on est en fait. Est-ce que mon choix ou les actes que je pose sont libres ? Là, c'est exactement pareil avec le vêtement. C'est difficile d'apprendre à se connaître parce que je parle pour moi. Je trouve qu'on évolue, on change en fonction des années. Tu vois, je trouve ça compliqué l'histoire des vêtements parce que j'ai l'impression que ça change sans cesse, tu vois, entre... quand on n'a pas d'enfants, quand on a des jeunes enfants, quand ils sont grands. Par exemple, moi, j'avais l'habitude de porter souvent des mini-jupes. Et puis un jour, mes enfants m'ont dit « Maman, n'aime pas trop quand tu portes des mini-jupes. » Ça m'a fait quelque chose, en fait, de voir que dans le regard de mes enfants, ils n'avaient pas envie de voir une maman un peu sexy, quoi. Après, donc tu dis « Ah mince, mais je suis quoi ? Je suis qui ? Où est-ce que je peux porter ça ?» Enfin, je trouve que c'est compliqué, cette affaire-là. En tout cas, personnellement, je me galère. T'es pas d'accord avec cette histoire qu'on change beaucoup ? Si. Et donc, apprendre à se connaître... Si. Alors en fait, je pense que la vie, les circonstances changent. Je pense que bien évidemment, nous-mêmes, en tant qu'individus, on évolue. Mais ce qui peut tanguer, c'est la vie en fait. Et c'est tout à fait normal. Moi, c'est ce que je dis aussi à mes clientes et voilà, aux personnes que je rencontre, c'est que en fait, la vie, c'est des mues successives. Et c'est tout à fait normal, à un moment donné, quand il y a eu un petit ou un gros changement, que ça ait un impact sur notre garde-robe, sur nos envies vestimentaires, et on se dit « Ah là là, mais je me vois plus du tout dedans ». Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'allait pas du tout avant. En fait, c'est juste qu'on a franchi une étape, on a passé un autre cap, et donc on a besoin finalement de réajuster notre penderie avec ce que l'on est. Et ça, c'est un syndrome et un phénomène tout à fait normal. Et 95% des personnes que j'accompagne, quand elles viennent me voir, elles viennent parce qu'il y a eu un changement dans leur vie qui a fait que, en fait, elles se sentent un petit peu perdues dans leur garde-robe et elles ne savent plus trop où elles en sont. Mais ça peut être des petits changements, ça peut être le passage de cap d'une dizaine, ça peut être effectivement des changements professionnels, des licenciements, des reconversions, ça peut être un déménagement, ça peut être des grossesses, ça peut être une relation qui s'est terminée. Voilà, ou tout simplement l'envie de changer, on se dit bon, là je suis à un moment charnière de ma vie, je sais pas par où commencer, je vais commencer par les vêtements. C'est arrivé à une de mes clientes. Et après du coup ça te met aussi dans une dynamique pour faire d'autres choses. Voilà, ça te donne un petit peu t'initier un changement au niveau des vêtements. Et donc après ça va te donner un petit peu des ailes pour
pour continuer ton évolution et les changements que tu as envie d'apporter dans ta vie aussi, ou les évolutions que tu as envie de prendre en tout cas. Je trouve ça hyper cohérent ce que tu dis. Non, c'est vrai, c'est top. Mieux. Merci de le partager comme ça avec... tout ce que tu dis, moi je trouve que ça résonne, ça a du sens ce que tu partages, et je trouve ça très cohérent avec tout ce qu'on essaye de faire aussi chez Sam Love Care. J'espère que vous l'avez compris, vous qui nous écoutez, que ce sujet est vraiment important en réalité, et trop peu approfondi comme tu le fais. Donc merci Marie. Mais je t'en prie. En même temps, quand on arrive chez toi, tu nous poses quoi comme question au départ ? Alors la première question que je pose, c'est pourquoi est-ce que vous venez me voir ? Expliquez-moi en fait votre besoin. D'accord. Et donc là, la personne commence à parler. Et une question que je pose aussi, alors si ça n'a pas déjà été évoqué dans les 5 premières minutes de la conversation, surtout chez les femmes, une des questions que je pose, c'est est-ce que vous avez vécu des changements dans votre vie, plus ou moins récents, et qui du coup ont pu avoir un impact justement sur votre rapport avec votre penderie, et qui font qu'aujourd'hui vous vous sentez plus en phase en fait avec le contenu de votre garde-robe. Et ça c'est assez touchant en fait, parce que alors, moins chez les hommes, mais les femmes, dans les 5 minutes de notre première conversation, elles me parlent de leur vie, de leurs ressentis, de leurs difficultés, de ce qu'elles ont vécu. Et en fait moi je suis toujours très très touchée de cette confiance, parce que c'est vrai que c'est un sujet, le vêtement, qui est quand même hyper intime, c'est notre seconde peau, c'est notre identité, c'est très délicat en fait, il faut l'approcher avec beaucoup de délicatesse, et je suis très touchée de voir que des personnes qui ne me connaissent pas viennent me voir et me confient en fait des choses importantes en fait de leur vie, parfois douloureuses. Et alors que je suis toujours très touchée en fait de cette confiance-là. Je trouve ça super chouette. J'aimerais rajouter une autre question à cette fin d'interview. C'est, je vous invite à vous poser la question que je me pose actuellement. C'est qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette discussion ? Comment ça résonne en vous ? Et quelles sont les résistances que vous pouvez peut-être ressentir ? Et là, ça fait appel à toute notre histoire, notre système de croyances. Moi, je vois bien que, par exemple, chez moi, il y a beaucoup une question d'autorisation, que je ne m'autorise pas à m'habiller comme je voudrais m'habiller, parce que j'ai plein d'injonctions morales de c'est pas bien, il faut pas, t'as pas le droit, je sais pas chez vous comment ça résonne, mais je trouve que cette discussion est assez remuante en réalité. En tout cas, moi, elle me remue pas mal, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses très inconscientes chez moi, et dans mon histoire personnelle, que de fait de parler de vêtements, parler de relations à son corps, de prendre soin de soi, mon Dieu, il y a plein de choses qui remontent. Et je me permets de vous confier ça, parce que ça ne m'étonnerait pas de ne pas être la seule. Non. Écoute, tu n'es pas la seule. C'est normal que ça te remue, ou en tout cas que ça te questionne et ça t'interroge. Effectivement, notre rapport au corps et notre rapport aux vêtements prennent leur source en fait finalement dans notre vécu. Notre vécu est hyper important, donc ça peut être notre éducation, ça peut être moi je pense à un client notamment, il m'a dit moi quand j'étais au lycée, j'étais l'objet de railleries en fait, parce que j'avais pas les dernières baskets à la mode, et aujourd'hui en fait quand je m'habille, je veux juste avoir la paix, je veux juste qu'on se moque pas de moi. Donc ça peut être ça peut être un vécu douloureux, ça peut être aussi une question d'éducation, où finalement l'apparence n'était pas forcément prise en compte ou cultivée, ou j'ai une cliente, je me souviens, elle me disait, moi, donc nous on était une famille nombreuse, et puis moi je portais en fait les vêtements de mes frères et sœurs. Moi, je trouvais que c'était pas très drôle. Donc après les parents font du mieux qu'ils peuvent avec mais effectivement je pense que l'éducation qu'on a eue au niveau de l'apparence, au niveau du vêtement, notre vécu, que ce soit à l'école par exemple, ou que ce soit professionnel, ou même dans des relations amoureuses aussi. Moi j'ai une cliente qui avait été très assez remuée, si on peut dire ça comme ça, par un homme avec qui elle était, et en fait elle me disait quand je m'habille, je suis plus avec lui, c'est terminé, mais quand je m'habille, j'ai toujours l'impression d'entendre sa voix qui me dit mais si, mais ça va pas, etc., etc. Donc en fait notre vécu est hyper
a un impact fondamental sur notre rapport à notre corps, à notre rapport aux vêtements. Et c'est pour ça en fait que ça remue, parce qu'on peut pas s'empêcher de faire le lien finalement avec notre être profond et notre sensibilité aussi. C'est exactement ça. Merci Marie de le dire si bien. Non mais moi, il y a tout remonte là. Je repense aux remarques de mes frères. À chaque fois que je m'habillais, c'est chic, chic, chic. Et puis ils se moquaient de moi dès que j'étais un petit peu habillée, maquillée. Du coup, il fallait que je me dessape, parce que j'avais les petites remarques de mes frères. Évidemment, l'histoire de la famille nombreuse. Alors moi, je pourrais raconter des histoires de famille hyper nombreuses. Donc évidemment, on avait tous les mêmes fringues, des fringues qui étaient reçues, machin. Donc un rapport, en fait, tout mon passé, toute mon enfance, ça remonte quand je t'écoute et en me disant, mon Dieu, ça m'a quand même beaucoup marqué et ça a quand même installé un rapport quand même compliqué, non seulement à mon corps et aussi aux vêtements, en sachant aussi que quand on fait un métier où on est exposé, les gens font attention aux vêtements. Je sais qu'un jour, j'ai même été critiquée parce que j'avais une conférence dans une église, donc dans un lieu de culte, et j'étais en mini-jupe et je ne savais pas que j'allais donner une conférence dans ce lieu-là, et c'est à la dernière minute qu'on m'a mise là. Maintenant, je n'accepte plus les conférences dans les lieux de culte, parce qu'évidemment, ça m'était reproché après. Donc, tu vois, je trouve que... En tout cas, moi, quand je t'entends, je trouve ça très chargé. En tout cas, dans mon histoire, c'est très chargé. Et je vois bien que dans les personnes que j'accompagne, que ce soit des gens célibataires ou en couple, c'est aussi chargé. Donc, je te remercie de nous permettre d'en parler aujourd'hui, de briser ce tabou. On a le droit de parler de ces sujets-là. On a le droit d'aller visiter son histoire par rapport à ça, que ce n'est pas un sujet superficiel, mais c'est un sujet qui peut être aussi essentiel dans nos vies. Donc, merci Marie. Moi, ça me libère de t'entendre parler de tout ça. Je me dis que je prendrai quand même bien une petite séance avec toi. Je ne te le cache pas. Plaisir. Franchement, là, avec grand plaisir. Dans ma to-do, tu fais partie, à mon avis, des choses que je veux absolument faire. Donc vraiment, parce que tu m'as convaincue de l'importance d'aller quand même visiter cet aspect-là de la relation à moi et aux autres. Donc merci. Et juste pour terminer, Marie, une chose que tu voudrais dire à celles et ceux qui nous écoutent, que tu as comprise là récemment, tu t'es dit, moi, là, s'il y avait une chose que je voudrais vous transmettre là aujourd'hui, ce serait tout ce que tu en fait, de ne pas avoir peur, en fait. Vraiment de ne pas avoir peur. Et qu'en fait c'est un super voyage en fait aussi avec soi-même. En tout cas voilà, moi c'est ce que je constate dans mes accompagnements. Moi j'ai une cliente un jour qui m'a dit mais je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Et en fait vous ne serez pas transformé, l'idée, vous n'êtes pas des poupées. En tout cas ce métier-là, le but n'est absolument pas de projeter mes goûts, mes envies vestimentaires sur vous. Donc vraiment de pas avoir peur. Le but c'est pas de vous transformer, justement c'est de faire ressortir qui vous êtes, et si ça vous remue un petit peu, c'est normal, et soyez rassurés, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Voilà. Ok, donc on arrête d'avoir peur. Voilà, et surtout voilà, que le but c'est vraiment de retrouver le plaisir de s'habiller et s'amuser avec ses vêtements. Finalement, c'est ça. Ça, j'aime bien cette conclusion, parce que tu nous invites à remettre de la joie dans notre vie, de l'amusement, de la légèreté. C'est aussi important. Mais c'est hyper important. C'est pas parce que c'est quelque chose de profond qu'il faut pas y mettre de la légèreté et de l'amusement. Au contraire. Merci Marie. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement.